Alors on se retrouve aujourd'hui pour un test du Core Ultra 9 285K, le processeur haut de gamme d'Intel sur cette génération. On avait déjà testé l'Ultra 7 265K il y a quelques mois, quand il y avait eu déjà pas mal de BIOS mis à jour et Windows et tout ça. On a encore eu quelques nouveaux BIOS et patchs depuis. Bref, les Core Ultra, ça donne quoi 6 mois après leur sortie? Eh bien, on va voir ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne. Vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans. Eh bien, on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9 € et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14 € avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Donc les Core Ultra 200 d'Intel, ça fait déjà 6 mois qu'ils sont arrivés, et bon, on peut clairement dire que ça n'a pas été la génération la plus populaire d'Intel pour plusieurs raisons. Déjà, tout comme AMD avec les Ryzen 9000, pour les Core Ultra 200, que ce soit les BIOS, Windows ou certains drivers et software, bon, clairement tout n'était pas au point pour la sortie, ce qui fait que lors de leur arrivée, les Core Ultra n'étaient pas spécialement à leur meilleur, tout particulièrement en gaming. Intel nous avait annoncé une parité en jeu vis-à-vis des générations 13 et 14, ce qui n'était déjà pas l'objectif le plus impressionnant en soi, et lors des tests à la sortie, on avait vu des performances clairement un ton en dessous, et dans certains jeux comme Cyberpunk, bon, c'était vraiment mauvais. Le déploiement de Windows 11 24H2 était également problématique avec les Core Ultra dans un premier temps, mais bon, Windows 11 et la 24H2 particulièrement, c'était et c'est toujours un problème en général. Je trouve toujours que même en essayant de limiter au mieux, je dirais, les petits problèmes et variables, Windows 11 se comporte encore souvent assez étrangement en gaming, ce qui rend les tests processeurs d'ailleurs particulièrement pénibles. Bref, les Core Ultra à leur sortie n'ont pas vraiment convaincu, d'autant plus qu'ils nécessitent une nouvelle plateforme, le LGA 1851, assez coûteuse, et en plus au futur assez incertain puisqu'Intel refuse toujours de communiquer sur le support d'éventuels futurs processeurs sur la plateforme, ce qui n'a absolument aucun sens au niveau stratégique, je trouve. Surtout, je dirais, quand AMD communique ouvertement sur le fait que la plateforme AM5 sera supportée jusqu'en 2027 et plus, ce qui en toute logique voudrait dire encore une génération de plus que la génération actuelle. Et en plus de ça, la plateforme AM5 a un ticket d'entrée quand même bien moins élevé que le LGA 1851 au niveau des cartes mères, puisque les cartes en B650 ou B850 sont souvent quand même bien moins coûteuses que les B860 chez Intel, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et c'est quand même dommage, puisqu'on avait vu lors de mon dernier test de l'Ultra 7 265K que celui-ci était tout à fait compétitif en applicatif, la conso est bien moins abusive que sur les générations 13 et 14, et en gaming, avec les mises à jour et tout ça, on n'est certes pas au niveau des X3D AM5 d'AMD, mais on se retrouvait grosso modo, je dirais, au niveau des Ryzen 7000 ou 9000 non X3D, ce qui est loin d'être mauvais en soi. Ce qui nous amène maintenant au Core Ultra 285K du jour, qui m'avait été prêté par MSI depuis un moment. Mais avec tout ce qui s'est passé côté carte graphique ces derniers mois, j'avais pas vraiment eu le temps de revenir vers les Core Ultra, d'autant plus qu'il fallait que je reprenne tous mes chiffres de bench, vu que pour certains processeurs, ça commençait à dater au niveau de la prise, des performances et tout ça. On a eu pas mal de nouveaux drivers et mises à jour de jeu même, depuis que j'ai fait mes premiers tests sur ce protocole-là. Donc bref, maintenant que le gros rush côté carte graphique est passé, j'ai pris le temps de retester tout ça. Et évidemment, quand une marque, je dirais de carte mère, vous prête un processeur, c'est aussi pour parler un petit peu de leur carte mère. Donc on va aller voir deux cartes mères qu'MSI m'a confiées. Ce sont deux cartes en Z890, la MAG Tomahawk et la MPG Edge TI. Pour la Tomahawk, on est sur le milieu de gamme de chez MSI, là où la Edge est sur la gamme juste au-dessus, et ce sont deux cartes mères plutôt bien fournies. La Tomahawk, alors elle a un look plutôt sympa, tout en noir, avec quelques marquages en vert qui par contre ne plairont pas à tout le monde, mais c'est plutôt clean. Pour les tâches d'alimentation, on retrouve 16 phases, ce qui est plus que suffisant pour tous les processeurs actuels sur la plateforme, au niveau des VRM, avec des radiateurs bien épais pour le refroidissement. On retrouve le Wi-Fi 7 de l'Ethernet 5 Gbps ainsi que le Bluetooth 5.4, 3 slots PCI Express, le principal en 16X 5.0 pour la carte graphique et les deux autres en 4.0 4X.
4 slots pour la DDR5, et comme toujours avec la DDR5, pour utiliser de la RAM rapide, il vaut mieux éviter d'utiliser les 4 slots, d'autant plus que la nouvelle plateforme Intel encaisse de la DDR5 à 8000 mégatransferts sans trop de problèmes. Avec 2 barrettes, là où ça n'aurait quasiment aucune chance de passer avec 4. Pour le stockage, 4 slots M2, dont un en PCI Express 5.0, les autres sont en 4.0, et on retrouve également 4 ports SATA. Et pour les connecteurs externes à l'arrière, on retrouve 10 ports USB, dont 2 Thunderbolt 4, et aucun port USB en dessous des 5 Gbps. Un port HDMI pour la sortie graphique, et 2 ports jack, ainsi qu'un SPDIF pour l'audio. Et au niveau du layout, c'est intéressant de noter qu'MSI a placé les connecteurs 12V de la LIM au-dessus des slots de la RAM. Pourquoi ce choix? Bon, je sais pas trop, donc ça plaira ou pas au niveau du look, et ça peut aussi être plus ou moins gênant selon les boîtiers, donc c'est un point à garder à l'esprit malgré tout ici. On a 8 ports pour les ventilos, 3 ports à RGB, et un petit indicateur pour le poste en cas de souci au niveau du boot. On retrouve une partie des radiateurs pour les slots M2 qui sont déclipsables sans outils, mais la grosse plaque principale par contre tient avec 2 vis. Donc pas grand chose à redire, c'est une carte mère qui est bien fournie, il y a tout ce qu'il faut, et niveau comportement, si on reprend le méga comparatif de 50 cartes mères en Z890 de chez Hardware Unboxed, la Tomahawk au niveau refroidissement des VRM ou des performances se place, je dirais, dans la moitié haute du tableau, donc tout va très bien ici. Pour un tarif annoncé de 320 €, c'est pas donné, on est d'accord, mais c'est une des plus raisonnables sur ce segment de prix, vu ce qui est fourni. Et en ce qui concerne la Z890 Edge TI Wi-Fi, alors c'est la gamme du dessus, la grande différence est surtout au niveau de l'esthétique, puisqu'on est sur une carte mère blanche avec du RGB ici. On sait, tout ce qui est blanc au niveau du hardware, ça coûte généralement plus cher. On retrouve la même configuration que la Tomahawk au niveau de l'étage d'Alim avec 16 phases et un bon gros radiateur des familles. Ici aussi, on a le Wi-Fi 7 et l'Ethernet 5 Gbps, ainsi que le Bluetooth 5.4, 3 slots PCI Express, le principal en 5.0 16X pour le GPU, un autre slot 16X câblé en 4X en génération 4, ainsi qu'un slot PCI Express 1X en 4.0 là aussi. Donc au niveau des ports PCI Express, c'est légèrement différent de la Tomahawk, et ici aussi on a 4 slots pour la DDR5, mais 5 slots au niveau des ports M2, dont un en PCI Express 5.0, et on retrouve également 4 ports SATA. Sur la plaque arrière, on trouve 12 ports USB ici, dont 2 Thunderbolt 4, mais sur les ports USB en plus vis-à-vis de la Tomahawk, on a un port en USB 2.0. Le reste par contre c'est du 5 Gbps ou plus, donc attention à ne pas brancher dans le port, je dirais, le plus lent selon les périphériques que vous allez utiliser. Et on retrouve ici aussi un port HDMI en sortie vidéo et 2 jacks plus le SPDIF pour l'audio. Sur le layout, c'est dans la même lignée que la Tomahawk, les 2 connecteurs 12V au-dessus de la RAM, 8 ports PWM, 3 ARGB et ici aussi un indicateur pour le poste. Et pour la Edge, tous les caches pour les ports M2 se clipsent sans outil, ce qui est plutôt pratique. Donc bon, oui, les 2 cartes mères sont assez proches au niveau des features au global, ce qui fait la différence entre les deux, c'est surtout le look et le tarif. Si vous voulez une configuration blanche, la Edge est vraiment plutôt sympa je trouve, mais ça vient comme souvent avec un surcoût non négligeable d'environ 100 € vis-à-vis de la Tomahawk. Donc bon, en dehors de chercher un look particulier, d'un pur point de vue prestation-prix, on trouvera bien moins cher que la Edge, même la Tomahawk est quand même beaucoup mieux placée à ce niveau-là, c'est juste le look qui change vraiment. Et c'est vrai qu'après avoir vu plusieurs cartes mères en Z890, c'est quand même un petit peu triste, je trouve, pour les fabricants de cartes mères que les Core i3 se soient vautrés aussi fortement sur le marché gamer, puisque si on regarde le méga-test d'Hardware Unboxed, on sent quand même que la plupart des fabricants ont tenté de bien faire les choses. Puisque bon, ça m'a paru dans l'ensemble quand même très soigné, pas d'aberration sur la plupart des modèles, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, je pense que c'est pas sur cette génération de processeurs Intel qui feront leur beurre. Mais revenons maintenant à notre Core Ultra 9 de 185K, alors plusieurs choses à dire à son sujet. Déjà, un des gros changements sur la dernière génération de processeurs Intel, c'est la disparition de l'hyperthreading, ce qui fait qu'on a moins de threads au total que sur la génération précédente, et pour compenser cette perte de performance induite, du coup, il faut donc que les corps soient plus performants, pour dire de compenser. Et vu qu'on est toujours sur une architecture composée de gros et de petits corps, l'approche Big Little comme on l'appelait à l'époque, Intel avait indiqué que les petits corps bénéficiaient d'une forte augmentation de performance, plus que les gros corps, et on avait vu qu'avec le 265K, qui effectivement, dans les grandes lignes, la nouvelle architecture ne perdait pas vraiment de performance applicative vis-à-vis des générations 13 ou 14. Par contre, en gaming, vu qu'Intel est passé maintenant sur une architecture sur base de chiplets, qu'Intel nomme tuiles, assez complexe, il faut le dire, comparé à l'approche un petit peu plus simple d'AMD, on retrouve une perte d'efficacité pour le gaming comparé aux anciennes générations qui étaient en monolithique. Et là où AMD, je dirais, a réussi à compenser la perte d'efficacité en jeu avec son 3DV cache, Intel n'a pas encore d'approche similaire pour ses Core Ultra.
Ça viendra peut-être un jour, j'en sais rien. Par contre, au niveau de la consommation, on avait vu qu'Intel avait réussi quand même à bien baisser ça en charge, comparé aux anciennes générations qui étaient quand même particulièrement excessives à ce niveau-là. Aidé en grande partie par le process de fabrication utilisé ici, puisque les Core Ultra sont fabriqués sur le N3B de chez TSMC, qui est un process de gravure plus avancé que celui qu'on trouve sur les processeurs AMD ou sur les cartes graphiques de dernière génération. Ce qui explique sûrement en partie la difficulté pour Intel d'être plus agressif, je dirais, sur les tarifs, vu que c'est un process très coûteux et que les Core Ultra sont des puces de taille quand même assez imposantes pour des processeurs avec des puces de 243 mm². Et les rendements n'étaient peut-être non plus pas incroyables au lancement, puisque c'est vrai que pendant les premiers mois, je dirais, de mise sur le marché, le 285K était quand même difficilement trouvable. Alors ça se passe beaucoup mieux à l'heure actuelle, et c'est vrai que le prix a un petit peu baissé également, puisqu'on trouve par exemple le 285K chez Keskick en Allemagne pour environ 650 € en version boîte. Ça reste cher, mais ça a été pire. Par contre, est-ce qu'il vaut le coup par rapport au 265K qui est trouvable assez régulièrement autour des 400 €, voire même moins? C'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui, puisque la seule grande différence entre l'Ultra 9 et l'Ultra 7, c'est le nombre de petits corps, puisque sur les deux références, on a 8 gros corps, mais 12 petits corps pour le 265K contre 16 pour le 285K, ainsi que des fréquences plus élevées de 200 MHz en boost pour le 285K sur les gros corps. Mais comme il n'y a plus d'hyperthreading, avoir, je dirais, moins de petits corps est potentiellement plus pénalisant ici vis-à-vis de la génération précédente, pour les applications qui tirent parti d'un gros nombre de threads. En ce qui concerne les tests, alors ils ont été effectués sur grosso modo le même protocole que les dernières fois, mais j'ai rajouté 2 tests processeurs en jeu avec ray tracing d'activer, puisque celui-ci a aussi un impact au niveau des performances processeurs. Et comme on risque de voir de plus en plus de jeux avec ray tracing, je pense que c'est pas inutile, je dirais, d'en ajouter petit à petit. Je rappelle aussi que oui, les tests sont faits en 1080p avec la RTX 4090 et il n'y a aucun intérêt à faire des tests de processeurs en 1440p ou 4K, pour la raison très simple qu'un processeur qui arrive à sortir 150 fps en 1080p, il en est tout aussi capable en 1440p ou 4K. Ce qui limite les performances des processeurs dans les résolutions supérieures, c'est plus souvent la carte graphique, c'est pas le processeur lui-même. Et si on avait une carte graphique à puissance infinie, le processeur aurait les mêmes performances, peu importe la résolution en réalité, puisque le bottleneck, ça va dans les deux sens. Et même, je dirais, si je comprends l'idée ou l'envie de vouloir voir l'impact du processeur en 1440p ou en 4K, en dehors d'avoir une 4090, ça ne vous donnerait aucune information pertinente sur le processeur, car ce qui serait observé ici ne s'appliquerait que pour la 4090 sur le panel de jeu utilisé. Un test de processeur, c'est pour voir les performances maximales du processeur quand il y a le moins de blocage autour pour celui-ci. C'est juste ça qu'on cherche, avoir le potentiel maximal. Du coup, on commence du côté de l'applicatif avec Blender Open Data, et comme on peut le voir ici, le 285K s'en sort plutôt bien, avec pas loin de 20% de mieux que les 265K ou 14700K, donc c'est une plutôt belle performance ici. Pour Cinebench R24, alors petit gain au niveau du score en single core, moins de 4% par rapport au 265K, et pour le score en multi, on retrouve 15% d'écart, donc un écart un petit peu moins important que sur Blender. Pour l'encodage sur N-Brake par contre, alors certes, le 285K mène les 14700K et 265K, mais on est en moyenne sous les 10% d'écart, ce qui n'est pas franchement incroyable. Mais bon, en appli en général, je pense malgré tout que l'écart entre le 265K et le 285K est un petit peu plus élevé qu'entre les 14700K et 14900K, puisque les e-core en moins ont plus d'importance maintenant que l'hyperthreading n'est plus présent. Et pour le test de compilation de shader sur The Last of Us Part 1, alors là aussi l'écart vis-à-vis du 265K n'est pas énorme, on gagne environ 15 secondes pour moins de 5% d'écart. Ça changera pas la vie, mais ça reste quand même bien plus agréable qu'avec des processeurs moins performants, où il faudra patienter quand même un paquet de minutes en plus dans certains cas. On passe maintenant sur le gaming avec Assetto Corsa Competition. Alors, c'est un jeu qui aime beaucoup la Ryzen 9000 et particulièrement les processeurs X3D. Ce qui fait que les 9600X, 7800X3D et 9800X3D mènent le 285K de manière plus ou moins violente, surtout le 9800X3D qui excelle vraiment sur le titre, et le plus gros processeur Intel arrive ici face au 5800X3D. Mais bon, on reste sur des performances largement exploitables, on est à pas loin des 300 fps ici. Pour Baldur's Gate 3, ça se passe pas trop mal non plus pour les Core Ultra qui finissent derrière les X3D AM5, mais on voit que c'est surtout sur la moyenne des FPS que les écarts sont importants, là où sur les 1%, l'écart n'est pas si énorme que ça. Et en parlant de 1%, on voit que vis-à-vis du 14700K, c'est surtout là-dessus que le gain se fait. Pour Counter-Strike 2, alors le 285K s'en sort pas si mal, il arrive ici en 3ème position. Alors oui, les X3D AM5 ont un avantage certain, mais c'est loin d'être la catastrophe pour les Core Ultra ici, qui sont au niveau des autres processeurs de génération actuelle. Pour Call of Duty Black Ops 6, alors c'est très correct également, même si le 14700K fait légèrement mieux en moyenne,
et un tout petit peu moins bien sur les 1%. Il y a vraiment que le 9800X3D qui se démarque un petit peu plus ici. Sur Cyberpunk 2077, alors depuis le patch pour les Core Ultra, ils sont maintenant plutôt compétitifs, il n'y a rien qui va mal, hein, et les Core Ultra font le taf et sont assez proches du 7800X3D ici. Et si on active le ray tracing, alors on est sur un léger bottleneck GPU, mais vraiment très léger, ce qui fait qu'en dehors du 5800X3D et inférieur, le reste des processeurs arrive à un niveau de performance similaire, même si les 1% varient quand même un petit peu. Mais on voit malgré tout que le 9600X n'est pas méga à l'aise ici, puisque le 7600 fait légèrement mieux, mais Cyberpunk en général, c'est pas un titre qui réussit particulièrement au Ryzen 9000. Sur Dragon's Dogma 2, qui est un jeu où Intel s'en sort généralement plutôt bien, on voit que les Core Ultra sont plutôt bons, et le 285K tient tête au 7800X3D, et le 9800X3D ne fait pas vraiment mieux au niveau des 1%. Sur Final Fantasy XIV, par contre, alors là, c'est une contre-performance pour les Core Ultra qui finissent en dessous du 14700K ou du 5800X3D. Les 1% restent malgré tout suffisamment solides, donc c'est pas non plus la catastrophe. Sur Flight Simulator 2024, alors on voit que le 9800X3D et le 7800X3D sont bloqués par la carte graphique, donc on a un bottleneck à ce niveau-là, et on voit aussi que les Core Ultra sont plutôt à la peine, puisqu'ils arrivent sous les 13600K, 7600 ou 14700K, qui est d'ailleurs assez loin devant ici. Sur Hogwarts Legacy, par contre, ça se passe mieux pour Intel, qui s'en sort généralement plutôt bien sur ce jeu-là, et on voit que sur les 1%, le 285K tient tête au 9800X3D ici, et le 265K s'en sortait déjà très bien également. Sur Ratchet & Clank, alors c'est également très correct, il n'y a vraiment que le 9800X3D qui se démarque vraiment des autres processeurs ici. Pour Spider-Man Miles Morales avec Ray Tracing, ici c'est à l'avantage des Core Ultra qui s'en sortent mieux que tous les autres processeurs, donc c'est intéressant. On verra, je dirais, dans les jeux futurs avec Ray Tracing si c'est un scénario à l'avantage d'Intel ou pas, mais c'est vrai que sur ce jeu-là, ils s'en sortent vraiment très bien. Pour Star Citizen, alors bon, ça reste un jeu quand même assez compliqué pour tous les processeurs, les Core Ultra s'en sortent pas si mal que ça en Vulkan. Les 285K et 265K tiennent ici tête aux 9800 et 7800X3D respectivement, donc bon, c'est pas mauvais. Et sur Star Wars Outlaws, alors c'est un autre titre où Intel s'en sort plutôt bien, et le 285K tient tête au 9800X3D ici, le 265K n'est pas si loin derrière non plus. Pour Total War Warhammer 3, alors on retrouve le 9800X3D qui mène sur la moyenne, mais c'est vrai que au niveau des 1%, il fait pas spécialement mieux que les autres, et en réalité ici Intel s'en sort aussi plutôt bien, même si le 14700K arrive très légèrement devant les Core Ultra ici. Pour Warhammer Space Marine 2, le 9800X3D mène par contre d'assez loin, mais les Core Ultra sont assez proches du 7800X3D ici, donc c'est loin d'être un mauvais score pour les derniers processeurs d'Intel. Et enfin sur World of Warcraft, les X3D s'en sortent mieux au niveau des 1%, mais les processeurs Intel ne sont pas si loin que ça derrière, Le 14700K finit ici par contre encore une fois devant les Core Ultra. Du coup, quand on arrive à la moyenne des performances, clairement le 9800X3D est le processeur le plus performant en gaming à l'heure actuelle, et il mène le 285K de 17% sur la moyenne et 12% au niveau des 1%. Donc comme on l'a vu dans plusieurs jeux, les 1% sont plutôt corrects sur les derniers processeurs Intel, et on voit que le 285K arrive très légèrement devant le 14700K, là où le 265K est très compétitif avec celui-ci. Mais on parle ici, je dirais, de moins de 5% d'écart dans les scénarios où on cherche le bottleneck processeur. Moins de 5% d'écart, c'est totalement imperceptible, en dehors d'avoir, je dirais, son compteur de FPS, et de faire vraiment très attention à ce qui se passe. Et c'est vrai qu'au fil des BIOS et mises à jour, les Core Ultra, je les trouve loin d'être mauvais en gaming. Alors non, ce ne sont pas les meilleurs, mais c'est très compétitif, et légèrement mieux que les Ryzen 7000 et 9000 non X3D du panel. Donc c'est vrai qu'ils ont très mauvaise réputation en général, mais c'est vrai que maintenant je trouve que c'est plutôt ok. Au niveau de la consommation maintenant, alors en gaming à la prise, je rappelle que la console à la prise, ça prend en compte le système en entier, dont la carte graphique, et que si le processeur bride la carte graphique, forcément ça consomme moins au total également. Mais bon, on voit que clairement, là où le 14700K faisait grimper la console du système en flèche, même en gaming, c'est beaucoup plus raisonnable pour le 285K, même s'il consomme pas mal malgré tout. Et le 265K est quand même plus raisonnable dans l'ensemble à ce niveau-là aussi. Et sur la console en appli sur Cinebench à la prise, alors on voit là aussi que les Core Ultra sont quand même bien plus raisonnables que les générations 14, même si ici pour ce test, on n'a pas de processeur AMD avec un niveau de performance multicore équivalent. Donc on ne peut pas faire de comparaison directe, mais ça viendra dans pas trop longtemps. Et si on prend la moyenne de consommation processeur uniquement sur tous les jeux du panel de test, et bien là aussi, on voit les progrès par rapport à un 14700K, mais ça reste plus énergivore que les processeurs d'AMD malgré tout. Du coup, pour le perf par watt en jeu, très clairement, le 7800X3D conserve le lead avec sa conso ridiculement basse. Le 9800X3D est moins efficace que celui-ci, mais reste très bon également. Et pour les Core Ultra, c'est dans la moyenne des processeurs du panel,
pas spécialement bon ou mauvais, mais là aussi c'est quand même beaucoup mieux que le 14700K. Et on rappelle également qu'au niveau de la consommation en idle, les processeurs Intel restent meilleurs que les processeurs d'AMD. Et au niveau des températures, alors pas de souci particulier ici, ça chauffe, mais c'est pas non plus la catastrophe, tout en sachant qu'on est sur un Liquid Freezer 2 280. Il n'y avait pas de throttle ici, comme c'était le cas avec le 14700K. Et en jeu, aucun souci non plus pour rafraîchir le 285K, on est sous les 70 degrés en charge, on est quand même assez large. Donc au final, 6 mois après leur sortie, en ayant tout à jour, niveau BIOS, driver, APO, les matchs de Windows, tout ce qui s'est passé au fil du temps, on voit que les Core Ultra, d'un pur point de vue performance, en appli, ça fait le boulot, mais ils n'ont pas grand chose à envier aux dernières Ryzen. En gaming, ce ne sont pas les meilleurs, puisque dans certains jeux, il y a des régressions vis-à-vis des générations Intel précédentes, ce qui n'est jamais une bonne chose, mais en moyenne, c'est compétitif, et c'est dans la masse, je dirais, des processeurs de ces dernières années. C'est juste que ça se démarque pas spécialement au niveau ludique, comme le font les X3D de dernière génération. Donc c'est solide en appli, ça tient la route en jeu, jusqu'ici pas de problème de dégradation comme avec les générations 13 et 14, une consommation beaucoup moins abusive également, dans l'ensemble il n'y a pas de gros soucis avec ces Core Ultra eux-mêmes, le problème je dirais c'est plus au niveau de la plateforme et de son coût. Déjà parce qu'Intel ne communique pas sur sa durée de vie pour la nouvelle plateforme, là où on suppose fortement au moins une génération de plus du côté de la M5 chez AMD. Alors oui, on entend parler dernièrement d'un refresh des Core Ultra sur la même plateforme, le LGA 1851 qui serait du coup, si c'est juste un refresh, c'est juste un relaunch des processeurs actuels avec quelques pourcents de performance en plus, avec apparemment aussi, je dirais, un meilleur NPU pour ce qui est IA, qui ne sert pour l'instant pas à grand chose. Donc rien de très excitant du côté d'Intel sur le LGA 1851 si ça se vérifie. Mais rien ne nous dit que du côté d'AMD ce soit beaucoup mieux non plus, même si les rumeurs, je dirais, vont dans le sens d'une augmentation du nombre de corps et de changements plus importants pour Zen 6, mais bon, ça reste des rumeurs, donc on ne sait pas encore ce que ça va donner. Et l'autre problème du LGA 1851, c'est le prix du ticket d'entrée. Là où chez AMD, on retrouve des cartes mères en B650, B650E ou B850 plutôt abordables et sympas sous les 200 €, qui seront tout à fait aptes à prendre un 9900X ou même un 9950X3D, chez Intel, pour une B860 correcte, on est plus autour des 250 €. La DDR5 8000 au moins cher coûte encore 50 balles de plus que la DDR5 6000 CAS30, et tout ce qui est carte mère en Z890, comme celle qu'on a vue aujourd'hui, alors oui, elles sont bien fournies en features, la plateforme est sympa, mais c'est plus de 300 balles la carte mère, et on n'a pas forcément tous besoin de 15 ports USB et 4 ports M2. Et vis-à-vis de la M5, on perd aussi une possibilité d'upgrade, où par exemple on peut démarrer avec un petit 7600 ou un 9600X pas trop cher, et d'upgrade plus tard sur un processeur bien plus performant, ce qui est quand même un gros plus. Et si on veut à la fois les meilleures performances en gaming et en appli, il y a le 9950X3D qui est maintenant sorti, alors oui, c'est plus cher, mais c'est sans compromis. Donc je dirais, il n'y a pas de raison d'éviter les Core Ultra s'ils répondent à vos besoins, mais il faut, je dirais, que ceux-ci soient meilleurs que les Ryzen pour ce que vous allez en faire. Ou que vous ayez un bon prix dessus pour qu'il soit plus pertinent que la concurrence. Mais bon, oui, si vous avez besoin du Thunderbolt 4, de l'encodeur vidéo d'Intel intégré au processeur qui est également très bon, ou peut-être que le NPU servira à quelque chose un jour, on n'en sait rien. La plateforme LGA 1851 sur le Z890 est également très sympa. Si ça vous parle plus que du AMD, ou si vous détestez AMD, bon, personnellement, je me dirigerai plus vers les Core Ultra que les générations 13 et 14 à l'heure actuelle, sans aucune hésitation, mais il faut que ça fasse sens pour votre usage, tout simplement. Sinon, il n'y a pas vraiment de grande raison de partir sur cette plateforme-là. Sinon, entre le 265K et le 285K, alors en gaming, l'écart est globalement insignifiant, et on peut augmenter les fréquences du 265K si on veut vraiment s'en donner la peine pour réduire l'écart, mais vu la différence de prix, jamais le 285K ne justifie pour cet usage uniquement vis-à-vis du 265K. Pour du mix application et jeu, alors oui, dans certaines applis fortement multithreadées, le 285K peut faire une vraie différence de plus de 15%, mais c'est quand même assez rare que les corps soient si importants que ça. Est-ce que mettre quasiment 300 balles de plus que le 265K c'est justifié pour autant? Dans la plupart des scénarios, je dirais que non. Mais si vous avez besoin des performances en plus du 285K et que ça rentre dans le budget, bon, c'est vous qui voyez. Mais pour la grosse majorité des utilisateurs grand public, c'est comme sur la génération précédente, il n'y a pas grand-chose qui justifie une différence de prix aussi importante entre un Ultra 7 et un Ultra 9. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce test de processeur, donc... Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, les machins pénibles de YouTube, c'est débile, mais ça aide. La page à besoin de la chaîne, pour les exemples de conflits type, les cartes graphiques du moment, c'est dans la description de la vidéo. Et comme toujours, le gros big up aux membres soutiens Ko-fi et YouTube de la chaîne, qui contribuent grandement à sa survie.
Et puis, sinon on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!